Let's Talk Different. Alors, bienvenue sur Let's Talk Different, c'est Bambouni et aujourd'hui mon prochain invité, c'est un phénomène. Sur les réseaux sociaux, on m'a dit de le décrire comme ça. On dirait que Vincent Lagaffe s'est accouplé avec Tony Hawk et que son parrain c'est David Guetta. Alors, ayons l'honneur d'accueillir Sébastien Vécrin. Oh, Sébastien. Il y a le public qui applaudit là, ça fait oh, mollo les jeunes. Alors David Guetta, je vois que tu as voulu me faire plaisir, mais je suis dans une musique un peu plus sombre, un peu plus dark, un peu plus violente. D'accord. Tony Hawk, ça fait aussi plaisir parce que c'est un vieux et tout, mais lui c'est plus un gars qui fait de la rampe. Moi j'essaye encore de skater la rue, enfin notamment les skateparks, le street. Lagaffe, pourquoi pas, mais excepté son tube là qu'il avait fait, son tube un peu raciste là, la Zoubida, là, qui a volé le scooter là. Moi, c'est pour l'instant, c'est. T'aurais pu dire Brad Pitt, Benoît Poulvord et Ninja Houston, tiens voilà. On reste classique. Ouais, on reste grande écoute. Bon attends, avant de commencer, je veux pas te couper la parole parce qu'on est chez toi, c'est ton podcast et tout, mais je veux juste que tu racontes aux auditeurs, aux millions d'auditeurs, ce qui s'est passé ce matin. Parce qu'il est quelle heure là ? Il est 11h. Il est 11h. On avait rendez-vous quand ? Le 1er mars. à quelle heure ? À 10h. Voilà, donc j'ai quoi ? J'ai un mois d'avance ? T'as un mois d'avance. Mais voilà, comme on a dit, il y a des trucs qui arrivent, voilà. Ouais, donc tu t'excuses pas quoi, hein ? Non, je m'excuse pas, c'est bon Seb. J'étais chez moi, mon pyjama, en train de me préparer un petit brunch de bourgeois là. Et du coup, hop, Bambouni me dit, t'es où ? Je dis, chez moi. On a un mois d'avance. Écoute, c'est les rendez-vous qui se décalent. Mais j'aurais dû avoir la puce à l'oreille parce que hier, il y a José qui m'a dit ah super, tu vas faire le podcast de Bambouni et tout, ça va être cool et tout. Donc j'aurais dû me dire parce que tu as mis une petite story pour dire alors quelles questions vous avez à lui poser. Et j'aurais dû me dire putain, il prépare son truc un mois en avance quand même, c'est fat quoi. Comme je t'ai dit, je me suis un peu trompé sur les dates, mais encore bien que tu es assez flexible. On entend ça ? Ouais, t'inquiète. On va pas le faire ça. Ouais, c'est un bon café. Hein. Alors Sébastien, pour commencer, présente-toi pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Ça existe ça, des gens qui ne me connaissent pas. Très rare. Non, alors qu'est-ce que j'ai moi ? Bon, si on est ici, à Niederkorn, commune de Differdange, c'est parce que ça fait 5 ans qu'avec la société dans laquelle je bosse, Binsfeld, on produit du contenu pour les réseaux sociaux de la ville de Differdange. D'accord. Donc, sa première émission qu'on a lancée, ça s'appelle Different Together. Après, tu me dis s'il y a un lien avec Let's Talk Together. Enfin, ça. Il y a un truc. Et voilà, j'ai interviewé tout un tas de Differdangeoises et de Differdangeois. J'ai fait des rencontres magnifiques. Voilà. Avant ça, j'étais journaliste, moi, donc Differdange, ça fait longtemps aussi. Avant, c'était dans la presse que j'ai écrit des choses sur Differdange. D'accord. Donc pour moi, c'est une ville de cœur et c'est une ville que j'aime bien mettre en avant et un peu, j'imagine, comme ton podcast, tu vois, mettre un peu tout le positif qu'amène tout ce mélange de différentes nationalités qui se côtoient dans les rues et qui font avancer les choses qu'on a. Yes, ça me fait plaisir ça. D'accord. Voilà, en fait, tu t'es présenté un peu, mais on va parler un peu de ta jeunesse. C'était il y a longtemps ça. C'était il y a longtemps ça. Aïe. Tu viens d'où et tu grandis et t'as Alors, grandi où ? moi je suis français, j'ai grandi dans un petit village derrière la frontière qui s'appelle Henry, c'est pile poil entre Metz et Thionville. D'accord. Père agriculteur. Bon, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, hein. J'ai une superbe enfance et tout, c'était cool, mais voilà quoi. C'est là que j'ai grandi. Après, j'ai fait l'école à Metz, j'ai fait les études à Metz. Et après, quand je suis devenu journaliste, je suis arrivé au Luxembourg en 2002, je crois. D'accord. Et j'y habite depuis 2008. D'abord, j'étais journaliste dans la nuit, donc mon boulot c'était de faire les clubs et les DJ et tout. Donc ça, c'était cool. Ça, j'étais jeune, c'était bon délire. Et puis après, après j'ai monté un magazine qui s'appelait Luxuriant. Donc là, on a tenu 10 ans et c'était vraiment une expérience fantastique. J'ai vraiment beaucoup aimé, ce qui m'a fait avoir un réseau et tout. Et puis là, je bosse dans la pub, donc chez Binsfeld. D'accord. Tu viens de parler de la musique, de DJing et tout ça.
Comment est-ce que la musique et tout ça, elle est venue chez toi? C'était dans la famille, c'était à la maison? C'est un truc chelou, ça. C'est ça l'histoire chez moi, ça. Parce que chez mes parents, il n'y avait absolument rien pour écouter de la musique. D'accord. Pas de radio, pas de lecteur cassette. Ça, je parle pour les très vieux. Pas de lecteur vinyle, pas de lecteur CD, rien. Et je pense que n'importe quel psy te dirait que voilà, moi j'ai nourri, maintenant c'est une revanche un peu sur ma jeunesse. Vers 14 ans, je me dirige vers le punk, je me dirige vers un mouvement qui s'appelle l'électronic body music. C'est un petit peu l'espèce de... C'est électronique, c'est un peu... Il y a du boom boom, il y a une grosse basse, et puis il y a c'est un peu du Rammstein, mais qu'en électro. Le groupe le plus connu, c'est Front de K2. Donc voilà, je suis passionné par et le punk et l'électronic body music, et je vais à fond là-dedans. Et après, il y a la techno qui arrive. Hein. Et ça, c'est un ravage, ça. La techno, elle arrive en 93. Okay. Et là, je deviens fou. Hein. Je me mets à mixer, je me mets à monter un sound system, je me mets à produire de la musique, je me mets à sortir des disques. Ouais, j'ai fait plusieurs labels. J'étais label manager à Paris aussi. Bon, milieu très underground. Okay. C'est ce qu'on appelait le milieu des free parties. Ça n'a pas très bonne presse, mais c'était vraiment ce... côté un peu nihiliste, voilà, avec toutes les libertés possibles, on acceptait tout le monde, et c'est vraiment ce qui me faisait vibrer. Et de ton temps que tu parles, de cette belle époque que tu avais, par rapport à aujourd'hui, est-ce que tu vois qu'il y a un grand changement? Alors, c'est des boucles, donc la techno underground, free party, tribe, hardcore et tout ça, à un moment donné, elle a presque disparu. D'accord. Et là, en ce moment, t'as qu'à regarder les infos, c'est revenu depuis 3-4 ans, ça retourne, les gars font des festivals de 30-40 000 personnes. La police est toujours aux aguets pour les arrêter. Et voilà, ça se rebouge. Les musiques sombres, froides, industrielles et hardcore, dans la techno en tout cas, on la cote en ce moment. D'accord. Même cette... comment elle s'appelle, cette DJ russe magnifique là en tout cas, elle se met à mixer des trucs un peu plus hard et tout. Et quand tu vois des émissions comme Boiler Room, tu vois, quand le DJ est au milieu du public et que tout autour, c'est vraiment un peu en ce moment, les musiques froides, rapides, sombres, hard, un peu. C'est ce qui est en train de revenir à la mode, en fait. Ouais, en ce moment, ouais. Voilà. Par rapport à tout ça, la musique techno et tout ça, dans le temps, c'était une forme de rébellion. On va dire ça comme ça. C'était un peu les... Disons que c'est arrivé. Tu vois, ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, pour un jeune, il ne peut pas comprendre ça parce qu'il arrive, il a tout. Mais nous, à un moment donné, le lundi, la tech, elle n'existe pas. Le mardi, boum, il y a un nouveau truc qui arrive. Et c'est un peu révolutionnaire, quoi. C'est ça que je voulais en dire. C'est la révolution que la techno a apportée dans le temps, que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre. Peux-tu leur expliquer plus ou moins c'était quoi le ressenti que tu avais à ce moment-là dans ta jeunesse? Bon, j'ai 52 ans, hein, ça tu bipes. Hein. On va mettre 32, ce sera plus cool. Mais moi, le rap est arrivé et la techno est arrivée. Le rap est arrivé un peu avant, donc ça arrivait dans les années 80. Mais moi, si je suis né en 73, quoi, quand je suis gosse, le rap n'existe pas. Et la techno n'existe pas. T'imagines aujourd'hui, dans ta vie, sur Spotify, tu vas sur Spotify, t'as pas la techno? T'as pas le rap? T'as rien. T'as plus rien. T'as plus rien. Voilà. Donc quand ça arrivait, nous on était comme des fous et puis on comprenait pas, on n'avait pas les codes, on était méga curieux. Fallait faire des kilomètres. Donc les disquaires c'était l'Allemagne, c'était Trèves, c'était Saarbrück, et puis c'était Bruxelles, c'était Paname, Luxembourg. Il y a eu un fabuleux disquaire. J'ai perdu le nom, au quartier de la gare, qui s'appelait. C'était un label qui s'appelait. Je sais plus. Je suis trop jeune pour m'en rappeler. Il y a un land à la fin, je sais plus. Mais voilà quoi. Voilà, moi je faisais des allers-retours partout pour m'acheter des disques. D'accord. Et puis j'ai commencé à mixer, très mal. Et puis après, petit à petit, t'apprends. Et puis après, voilà, tu fais ton truc quoi. Ok. Alors, un vrai mordu de la musique en fait pour rapport. J'ai une fabuleuse collection de 5000 vinyles, peut-être plus à la maison. Donc pour moi, la musique, je la consomme. Voilà, j'aime bien le toucher, j'aime bien. Et puis c'est un peu à concours de. Je sais pas si on peut dire des gros mots, c'est un peu à concours de beats, quoi. J'aime vraiment avoir une grosse collection. Je vais dans ma pièce, donc il y a des synthés, un sampleur et tout ça, mais il y a surtout toute cette collection de disques qui est rangée, tu vois, par style, par label, par ordre alphabétique. Et ça, c'est ma petite salle de jeu de vieux, quoi, je trouve. J'avais vu parce que je pense que tu avais posté une photo. Un peu de ce que tu as sur Instagram, si je ne me trompe pas. Il y a eu carrément un gars qui est venu faire une vidéo YouTube sur ma collection de disques il y a quelques années. Et là, j'étais comme un dingue, moi, pour pouvoir parler de ce que je préfère au monde et tout. Et suite à cette vidéo, j'ai vu que c'était un peu le bordel chez moi. Du coup, maintenant, j'ai réinstallé des armoires un peu plus clean et tout, parce que je dis, ah merde,
quelle image je donne. Voilà. Et avec la musique, tu as aussi fait de la radio. Ouais, alors ça, c'est Radio Ara. Alors, ça, c'est Radio... Ouais, le Nasty Show au Luxembourg. Avant ça, j'avais des émissions de techno sur RPL. Alors, quand on le dit vite, on peut croire que c'est RTL. Mais c'est RPL, c'était la radio du Pays Lorrain. Ça, c'était quoi? C'était 97, je crois. On s'est fait virer, évidemment. Après, on a eu une autre émission à Pont-à-Mousson. Les habitants de Pont-à-Mousson s'appellent les Mucipontins, mais tu le savais. Les Mucipontins. Non, c'est vrai truc. Hein. Ça me faisait triper à chaque fois que je le disais. Et après, je suis invité à une émission au Luxembourg qui était hostée par Yann Dekik, qui était un grand bonhomme de la night luxembourgeoise. Il était barman, il était DJ, il était organisateur de teuf, il connaissait tout le monde. D'accord. Et voilà. Il vient, on fait l'émission, c'était le samedi, Ara, les locaux, ils étaient au-dessus de l'Urban, tu vois, au centre, rue du Marché aux Herbes, là, pas loin du Palais. Et il fait l'erreur de me dire, tu reviens quand tu veux. Je suis revenu le week-end d'après, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Lui, il en a eu un petit peu marre, enfin c'est normal, hein, c'est tous les samedis, si tu fais la teuf le vendredi, ça veut dire le samedi à 14h, tu dois être là, tu dois blabla, tu dois pas avoir d'absence et tout ça. Exact. Et petit à petit, ça a glissé. Voilà, j'ai récupéré le. Gesundheit. Merci. J'ai récupéré le show et j'ai invité mes propres bonhommes et tout. Et puis entre-temps, Ara a bougé aux rotondes et ça a duré quelques années, ouais. Et parle-nous du concept de Nasty Show. Le Nasty Show, au début, Yann, ce qu'il faisait, lui, c'était cette période techno. Lui, il aimait bien mettre par exemple 20 minutes de mix et puis il parlait un peu et tout. Mais moi, même si la musique c'est cool, la techno, alors je vais en froisser plus d'un, mais ça reste du boom boom, c'est un truc qui pour moi, selon moi, se vit en soirée. Et avec le Nasty Show, petit à petit, j'ai glissé vers un nouveau concept qui est chaque invité propose un morceau et après on parle. Mais ça, on peut parler de n'importe quoi, tu vois. Donc chaque personne, chacun son tour, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le mec, il met ce qu'il veut. D'accord. Et on sort des vannes là-dessus. Ah, c'est bien ça. Ouais. Très bel concept, je pense que je vais me le piquer celui-là. J'imagine, je ne l'ai pas inventé. Hein. Non, je pense qu'il y a des autres qui l'ont refait aussi avant. Donc voilà, en tout cas, merci pour ta franchise sur ton amour pour la musique et tout ça. Pour l'instant, j'ai rien dévoilé de trop chaud. Hein. on va commencer crescendo, le reste, ça va venir. Et avant de continuer sur ta carrière de rédacteur et tout ça, on va faire une petite parenthèse. Comme tu as parlé avant, le skate. Cet amour du skate, comment. Alors, je dirais comme le reste. Hein. Donc, je grandis dans un petit village. C'est les années 80. Donc, soit tu es footballeur, soit tu es enfant de cœur. J'étais enfant de cœur, parce que ça me faisait flipper, là, cette histoire de vestiaire où tout le monde prend la douche, nu et tout. Là, je dis, donc voilà. Et après, je regarde un clip d'un vieux groupe australien qui passe à la télé, qui s'appelle In Excess. Je sais pas si ça parle, ce truc-là. Dans In Excess, dans ce clip, à un moment donné, le gars tape un ollie, donc c'est un saut, et il fait un grind sur un banc. Et je dis, qu'est-ce que c'est cette histoire, quoi. Je descends dans mon garage, je sors un banc, je sors un vieux skate. J'ai jamais réussi à le faire, mais c'est resté dans ma tête, et j'ai fait du skate depuis tout le temps, quoi. Voilà, et encore jusqu'à aujourd'hui. Ouais, alors, à 30 ans, je me rends compte que je deviens moins bon, que les gosses sont meilleurs que moi. Et petite frustration, j'arrête de 30 à 40. Okay. Et ça, pour tous ceux qui skatent ou qui font d'autres sports un peu comme le VTT ou des trucs comme ça, ou le snowboard ou n'importe quoi. Même si, petit conseil de vieux, même si vous voyez que ça marche moins bien, continuez à le faire en douceur. Voilà. Aujourd'hui, je skate avec un casque, avec une ceinture pour le dos. Je skate encore avec les potes que j'avais à 16 ans. Donc on va skater souvent à Trèves le jeudi. Quand je dis souvent, non, c'est tous les jeudis à Trèves parce qu'il y a un magnifique skatepark couvert. D'accord. On se retrouve entre vieux et ça envoie encore et c'est très cool, quoi. Tu arrives encore à faire des figurines? Ah, je fais toujours là, même si tu l'as vu sur mon Instagram, là, c'est ce qu'on appelle un ollie flip là. La planche, elle virevolte sur elle-même. Et j'aimerais en faire plus, mais pour l'instant, il y a déjà ça qui tourne. Donc, je dirais dans ma poche, il y a une dizaine. Ouais, quinzaine de tricks. C'est pas glorieux, tu vois, ça racle le sol. Il y a les 97 kilos qui font boum. Quand je tombe, ça fait mais c'est un plaisir immense. Tu vois, c'est le jeudi, ça veut dire que la semaine, voilà, tu démarres le jeudi, tu te dis, ce soir, il y a le skate avec les potes, ça c'est cool. Et puis après, tu vas boire un coup. Puis après, le vendredi, voilà, ça plane un peu. Puis c'est le week-end, quoi. Du coup, pour moi, c'est un vrai super rendez-vous. Ouais. Ok. Pour quelqu'un qui veut se mettre dans le skate,
Tu donnes quoi comme conseil avant de... Parce que moi-même, j'ai essayé le skate. Je suis tombé 2-3 fois, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Ah, c'est très ingrat. Hein. Quand on tombe, c'est du sol, quoi. C'est pas de la neige, c'est pas de l'eau. Non, mais la chance qu'on a à Luxembourg, c'est qu'il y a un fabuleux skate shop qui s'appelle Hollywood. Hollywood, exact. Centre-ville de la Stadt. Et il faut aller là-haut. Donc il faut commencer, voilà, tu dis voilà, je démarre, le gars va regarder un peu comment t'es grand, la taille des pieds, tout ça, et puis il va falloir mettre un peu de thune dans un sketch. Je sais même pas combien c'est, je dirais que tu dois t'en sortir pour un peu moins de 200 € pour démarrer. Et puis voilà, et puis la deuxième chance qu'on a au Luxembourg, c'est qu'il y a énormément de skateparks, tu vois. Tu as le skatepark de la Pétrus qui a coûté, je crois, 2 millions d'euros, qui est magnifique. Nous, on va souvent à Chifflange parce qu'on est entre nous, tu vois, il y a moins de monde et tout, c'est entouré de nature et tout, c'est cool. Ils en ont construit un nouveau à Strassen. Bon, t'en as un qui est un peu pourri à Zandweiler. Il y a un peu partout. T'en as à Moonsbar. Et tout ça, il y en a aussi. Ouais, t'as le skatepark couvert d'Olrich. Non, si tu veux, tu fais. Mais je crois que le skate, ça pue la cote chez les jeunes, là. Les skate shops commencent à fermer petit à petit et je sais pas, par exemple, Differdange. Jamais vu un skater? Je peux te dire que dans mon temps, pour ceux qui s'en rappellent, on avait comment ça s'appelle, les rampes. Ouais, une rampe, ouais. On avait ça qui était au Metz, qui monte tout en haut. Et puis à un moment, on l'a mis sur la place du marché. Ah ouais, ça devait être cool là. Juste en face de la Waldstrasse. Ah ouais. Voilà. Et là, on s'amusait tous, on se rassemblait tous. Il y en a qui venaient avec les skates, c'était le début des trottinettes. Ah ouais. Donc, on faisait des figurines là-bas. Donc, c'était vraiment un truc. Là, tu voyais qu'il y avait encore les skateurs. Ah, puis place du marché, si tu as un petit niveau, il y a moyen de. Il y en avait qui avaient du niveau, franchement. Il y a moyen de draguer, si tu vois ce que je veux dire. Il n'y avait pas que ça. Ah, yes, ok. Et après, vous avez eu un autre truc aussi. Je pense que c'est ces modules-là, vous les avez mis dans une maison des jeunes. Et voilà. Ouais, c'était les mêmes modules. C'est les mêmes modules, exact. Donc, quand ils étaient exposés, il y avait plus de monde. Mais là, qui sont un peu plus renfermés, on va dire ça comme ça, tu ne les vois pas. Mais il y en a 2-3 encore qui sont encore actifs de mon temps, on va dire ça comme ça. Mais si tu vas dans les écoles, encore suivant sa compte, si tu vas les après-midi, ils sont là en train de faire leur petite figurine. Ah, mais c'est sans perte de vitesse maintenant, c'est la salle. Voilà. C'est le basic fit maintenant. Les gars, la plupart. Ils sont plus cachés, Les jeunes veulent être steak. Mais à Differdange, là, les skateparks les plus proches, c'est Pétange et. Pétange, Chifflange, Dudelange. Ouais. Les plupart. Ouais, mais ils sont pas ouf. Hein. Dudelange, c'est plus pour les vélos. Pétange, c'est plus pour squatter avec ta meuf. Mais bon, c'est pas loin après. Hein, tu vois, tu fais Pétrus et tout. C'est bien ça. Donc tu aimerais en fait qu'on investisse un peu plus sur ça ici? Moi, je rêve d'organiser, tu vois, genre un event urbain, tu vois, DJ hip-hop, contest de skate, hamburger, concert, ça serait ouf ça. Et c'est pas, tu vois, c'est pas impossible d'y faire. Tu vois, tu fais ça au Halo en hiver ou tu fais ça à Place du Marché en été, c'est trop bien quoi. Ah, tu mets un mec au micro, tu fais une petite compétition, un petit prize money, tu vois, pour que les gens ils se bougent un peu et tu passes un super week-end, quoi. Bah, l'idée, tu peux donner au Wave Festival. On a Wave Festival, ce qui est un festival urbain. Yes, c'est pas Maxime Pantaleoni qui est derrière tout ça? Non, c'est Kelly. Ok. Avec. Ah, yes. Kelly de la Maison des Jeunes. Ouais, exact, voilà. On fait une petite pub pour elle, vas-y. Ah, on lui fait un big up, on lui fait un SO, comme ils disent dans le rap. T'as suivi ça? T'as suivi ou pas? Shout out. Ouais, pardon l'anglais. Mais t'as suivi ou pas? Maintenant, ils font plus big up, ils font shout out. Moi, je suis encore un peu de l'ancienne école, quoi. T'es Dr. Dre, toi? On va dire ça comme ça, je suis plus dans ce style-là. Donc, voilà, si Kelly, t'as besoin d'idées, je pense que même Sébastien, il viendra t'aider. Ah ben, avec grand plaisir. En plus, voilà. Moi, je fais ça en ce moment-là. J'anime des compétitions de skate. Hein. En plus. J'en ai fait une à la Rocale, j'en ai fait 2 à Metz, 3-4 à Thionville, voilà quoi. Bah, tu vois bien que j'ai une grande gueule, non? Tu vois bien que je parle pour rien dire. T'es un peu connu dans ce milieu. Voilà, donc avec tout ce que tu viens de me raconter, on va ajouter encore un autre chapitre dans ton chapeau, rédacteur. Yes. Rédacteur, journalisme, un peu tout ça. Tu viens de me parler de ta phase punk. Comment est-ce que le journalisme il a trouvé sa place dans tout ça? Il y en a plein. Tu as des mecs...
T'as plein de journalistes qui se revendiquent du gonzo journalisme et tout ça, tu vois. C'est-à-dire que tu racontes un peu ton histoire par le prisme de ta personnalité, et ça c'est très punk. Voilà, j'ai toujours voulu raconter une autre histoire que les histoires que tu pouvais trouver dans le Vort, dans le Tagelblatt ou dans des choses comme ça. J'ai toujours voulu avoir le petit gossip en plus, et j'ai aussi le punk, c'est le do-it-yourself aussi, c'est fais-le toi-même. Et donc j'ai toujours été intéressé par cette scène. Tu vois, j'ai interviewé les mecs qui font du stock car. À l'époque, à Dudelange, il y avait tout un tas. Tu vois, il y avait Eternal Tango et tout ça. Plus il y avait des mecs, Crystal and Crack et tout ça, des mecs qui arrivaient dans l'électro. Et ma petite fierté, les graffeurs, tu vois, Sumo, Spike, Stick et tout ça, Sader, ma petite fierté, c'est de dénicher le bonhomme qui, dans 4 ans, sera dans le Tagelblatt, dans 5 ans, sera là ou sera là. Tu vois, avoir la primeur du délire et avoir cette petite sensation de découvrir quelque chose avant les autres. Donc ça, il faut que tu sois un peu sur le terrain, que tu aies tes connexions et tout. Mais ça, je pense que c'est un peu l'idéologie du punk, un peu de mettre un petit coup de pied, un petit coup de Doc Martens dans les conventions. Mais punk gentil, hein, dans le journalisme, hein, dans la rédaction et tout. Mais voilà, s'intéresser à la scène underground, s'intéresser aux tribus. J'adore les tribus, les gothiques. J'allais dire les skinheads, mais quand on parle des skinheads, on a toujours peur parce que tu sais que les skinheads sont pas racistes à la base. Les skinheads traînent avec les Jamaïcains, skinhead 69 et tout ça. Donc ça, c'est encore un autre délire qu'on peut expliquer. Mais voilà, il y avait ce genre de tribu qui traînait à la Culture Fabrique. Donc voilà, j'avais fait un dossier de 5 pages pour expliquer, pour dire que voilà, bon, il y a certains skinheads qui sont comme ça, mais les skinheads originaux sont comme ça. De base, ils sont pas comme ça. Ils adorent le reggae et tout ça. Et voilà, et puis les cosplayers maintenant. Les mecs qui Twitch, les gamers, je sais pas, voilà, les skateurs, les mecs qui font du BMX. Tu restes dans le fil du temps. Ouais, et puis il y a plein de trucs qui me passionnent et où je comprends pas. Alors on dérape à tantiner là, mais tu vois, par exemple, OnlyFans, obligatoire, il y a des obligatoire, il y a des luxembourgeois qui sont dedans. Ouais. Mais il faut savoir qui, quoi, comment ça marche, combien tu gagnes, est-ce que c'est ton vrai boulot, c'est secret, c'est ci, c'est ça. Et voilà, ça m'intéresse. Et t'as toujours pas trouvé quelqu'un qui... Si, mais j'ai pas le média pour en parler, tu vois. Moi, je fais des piges, donc c'est-à-dire que j'écris en freelance pour un magazine qui s'appelle Bold. Et j'ai déjà proposé. Et ils m'ont dit, calme-toi, détends-toi. Bah, si eux, ils le veulent pas, passe-les chez moi. Ah bah yes, bah tu m'étonnes. Mais toi, j'ai vu, t'avais un petit compte OnlyFans avec tes pieds, là. J'ai vu ça rentre un peu de thune avec ça ou pas? J'aimerais bien que ça rentre un peu de thune. On déconne, parce que si ma mère, elle entend ça... on lui passe le salam. Bon, voilà. Par rapport au rédacteur, t'as été rédacteur en chef chez Nightlife Magazine. Mais tout ça, tu trouves où, ça? Ah, j'ai mes contacts. Ah, d'accord, ouais, parce que il n'y a pas de trace sur Internet de ça, si. Ah, moi, j'ai mes contacts, moi. Ah, moi, je suis un rat, c'est-à-dire des ex. T'as appelé des ex. Ça, c'est autre chose. Attends, t'es avec une ex à moi? Ah, je pense que je suis un peu trop jeune pour ça. Le coup de poignard dans le dos. Quoique, les MILF... ouais. Ah, tais-toi. Bref, t'as été rédacteur en chef chez Nightlife Magazine, rédacteur en chef chez Luxurion. En ce moment, t'es créateur de contenu chez Binsfeld et rédacteur aussi chez Bolt Magazine. Comment tu fais pour que tu as changé autant de carrière? Et surtout, qu'est-ce qui t'a animé à faire ces magazines? Alors, si tu peux un peu parler d'histoire aussi des magazines en même temps. C'est évident. C'est ce que je préfère le plus dans ma vie. Ce que je fais d'ailleurs avec la ville de Differdange quand j'interviewe des gens, c'est la petite étoile dans les yeux des gars ou des meufs quand ils sont passionnés. Et à partir du moment où ils sont passionnés d'un délire, ils en deviennent passionnants. Et là, pour moi, c'est un paradis. J'ai interviewé les mecs à la sauvage qui conduisent des petits camions télécommandés. Model Trucks. T'as déjà vu ça? Je travaille avec un qui... Ok, donc ils ont refait un petit village, ils ont des petites routes, ils arrivent avec leur camion, ils chargent du petit sable, ils le vont et tout. Les mecs, ils ont 65 piges, une petite Beauferding dans la main et ils passent des après-midi de ouf. Ah, je vais avec ça. Et voilà, et le gars, il a 6-7 camions, il te parle, il te dit tel machin. Et tu dis jouer, mais c'est au-delà de ça, tu vois, c'est une passion. Voilà. J'ai fait les fans de Lego, ça s'appelle des affoles. Adult fan of Lego. Il y en a à Luxembourg. Voilà, pour moi, ça, c'est des délires. Et, t'aimes les Lego? Ah, moi, je suis à fou des Lego. Moi, c'est tout ce qui est Marvel et DC dans les Lego. C'est vraiment... J'ai tout plein de trucs à la maison. Parce que c'est un budget, hein?
C'est un budget, mais moi, en dessous de 1000 pièces, je ne les achète pas. Donc, il faut déjà au-dessus de 1000 pièces, et là, ça commence à partir de 200 €. Ma fille commence aussi à être mordue de ça, donc c'est plus 200 €, c'est plus 400 € à chaque fois que Et tu les montes à chaque fois? Ouais. À chaque fois que je les monte. T'as pas des boîtes dans un placard qui attendent d'être montées? Non. Dès que je les achète, c'est comme une drogue, j'ai obligé de la faire. Je suis obligé de la faire. Il y en a qui ils se prennent le temps. Non, moi, je suis obligé de la faire. Je sais pas, c'est un truc, je dois la terminer. C'est comme un gosse, tu le termines. Voilà, c'est ça, c'est mon petit bébé. C'est cool. Je suis content. Après, tu es là, tu le mets sur l'étagère et après, tu regardes. Ah, ça, c'est mon. Et t'as combien de pièces là? Je suis à une 50aine de pièces, si c'est pas plus. Bah, t'as un grand appart, mon ami. Oh, mais c'est des petits morceaux. C'est comme je t'ai dit, c'est des trucs Marvel d'ici. Ah, mais c'est cool. De temps en temps, des Lego techniques, parce que tout ce qui est des voitures, des trucs comme ça m'intéresse. Mais voilà, tu sais, c'est vraiment les grosses pièces à partir de 1000 Donc voilà, pièces. et donc tu sais donc qu'il y a des conventions, qu'il y a des shops spéciaux, qu'il y a un marché, voilà. Et ça, moi j'adore découvrir, des gars, ça peut être un gars qui collectionne n'importe quoi, des porte-clés et tout, ça me fait tout le temps délirer. J'appelle ça des doudingues, tu vois, des gars qui ont une passion et tout. En fait, tu es passionné par les passionnés. Bah, je trouve ça trop bien, parce que c'est facile de rentrer chez toi, t'allumes la télé, tu bouffes un burger et tu fais rien. Et je critique pas. Mais avoir une passion, bah regarde là, tu t'es levé, t'as installé ton matos, t'es en train de m'interviewer, t'auras peut-être un peu de montage, un peu de mastering sur le délire et tout, et tu pourrais faire autre chose, tu vois. Bah rien par exemple, tu vois. Ouais. Tu pourrais te laisser vivre et tout, mais non, t'avances sur ton truc. Et ça c'est cool. Il faut qu'il y ait des gens comme ça. D'accord. Ah, merci pour le shout-out. Ouais. Je rêvais que tu le ressens. Voilà. Mais parle-nous un peu de Nightlife Magazine et de Luxurion. C'est deux magazines que je pense qu'ils n'existent plus, si je ne me trompe pas. Non. Parle-moi de cette aventure en bref. Nightlife, c'est quoi? C'est les années 2000 au Luxembourg, donc c'est-à-dire il n'y a que des endroits, ce que j'appelle house champagne, tu vois. Donc la musique c'est partout la même, donc c'est de la house un peu tranquille. Et après les gars ils viennent et c'est beaucoup pour boire du champagne, boire des coups et tout. Mais il y a un petit dress code et tout ça. T'arrives en basket casquette, c'est un peu compliqué. C'est le Luxembourg d'avant. Et Nightlife, il met ça en avant. Le boss de Nightlife, c'est Pierre Thomas, et il a ouvert le club, le VIP Room, tu vois, rue des Bains. D'accord, ok. Donc, tu vois, le VIP Room, c'est un truc à Paname, je crois que c'est sur les champs, et l'autre, c'est à Saint-Trope, et hop, le troisième, c'est à Luxembourg. Donc, il fait venir un peu des DJ. Bah, David Guetta, tu vois, David Guetta, Bob Sinclair, et comment il s'appelle l'autre avec le truc de tennis, là Bref, et ces DJ-là, à l'époque du magazine Nightlife, je les ai interviewés 3-4 fois chacun, parce que c'était vraiment le fond de commerce du délire. C'était l'époque c'était l'époque du Boost Café, des trucs comme ça. Ils m'ont recalé à l'entrée, ils m'ont même pas laissé entrer. Où? Au VIP Room. Voilà, et ben moi franchement c'est pareil, tu vois. Si je bossais pas pour le boss, le gars il me voyait chaque fois le physio me voyait au bout de la rue, il me disait ah putain il revient encore celui-là et tout parce qu'il a pas le choix parce que j'étais le rédacteur en chef de Nightlife, donc du mec qui avait le VIP Room et Nightlife, mais sinon ils adoraient recaler des gens. Et il y a eu Tokyo Hotel, tu te rappelles de ce groupe? Ouais, avec les frères Colites. Voilà, eux, ils arrivent, ils jouent à la recale, ils se pointent au VIP Room avec les cheveux, machin et tout. Comme ça, le physio, il les reconnaît pas. Et les gosses, ils ont 18, 17, je crois, à l'époque, ou 19, en tout cas, vraiment, premier concert et tout. Et ils veulent aller au VIP Room parce que déjà, c'était ouvert pratiquement, je crois, tous les jours de la semaine. Et puis, il y avait tous les jours la teuf. Et puis, il n'y avait pas tant de choix que ça, hein. Et ben le videur les a pas, toi, ça, le look, il n'a pas compris le look, il leur a dit partez. Et le gars a dit mais on est Tokyo Hotel. Et le videur il lui dit mais de quel hôtel Je dis allez, vas-y, tu vois. Il s'est fait fracasse par mon boss et tout. Voilà, donc ça c'était Nightlife. Donc c'était ok, j'étais dans la musique, j'étais dans la nuit. J'aimais bien sortir, hein, ça j'étais un vrai barbare de la sortie. Donc ça m'allait bien. Donc j'avais on me payait beaucoup de verres et trucs comme ça. J'ai interviewé beaucoup de gens, toute la scène DJ luxembourgeoise et ça. Mais il n'y avait pas. Il y avait une scène underground qui traînait un peu à la Culture Fabrique. Il y avait des choses, il y avait un peu du métal, des choses comme ça. Mais ça restait vraiment. Je vais en énerver quelques-uns, mais je dirais au moins 70% du délire, c'était des DJ House. Et ça, c'était pas trop mon game, quoi. Donc voilà. Donc c'était une belle expérience. Et après. Je me suis dit, putain, mais il y a d'autres choses à raconter, quoi. Franchement, l'histoire là, ça fait 5 ans que je raconte la même histoire de. Tu te sapes bien, tu mets des petites chaussures en cuir, tu baisses les yeux devant le videur, tu mets une bouteille à je sais pas combien d'euros. Ça, c'est pas mon délire. Et j'ai monté Luxurion. D'accord. Et là, Luxurion, ça a été la porte ouverte. Là j'ai donné la parole à tout le monde.
à tous ceux à qui on donnait pas la parole. Et voilà, il y a des gens aujourd'hui, tu vois, que j'ai en première interview qui cartonnent, qui ont fait plusieurs albums, ou alors qui ont monté leur truc, ou voilà, ça fait super plaisir. Et ça a créé mon réseau aussi. Donc Luxuriant 10 merveilleuses années. Et pourquoi vous avez fermé, si je peux te Alors, demander chaque numéro, on serrait les fesses pour ressortir celui d'après. Tu vois, parce que c'est magazine gratuit, on en faisait beaucoup, et ça marche avec la pub. Et donc c'était compliqué, tu vois. C'est pas à aucun moment donné on a eu de la thune de côté. C'était paf, un numéro on poussait l'autre pendant 10 ans. Et là la presse elle s'est cassée la gueule. Il y a 6-7 ans, le nombre de journalistes voilà, qui sont sur le banc des remplaçants. Parce que c'est réseaux sociaux et tout ça, je t'apprends rien. Non, Internet. Ouais, voilà, justement. T'as Internet. Oui. T'adores. Il y a tout. Il y a tout. Malheureusement, il y a tout. Mais franchement, il faut que je dise que sur des magazines et tout ça, mis à part les magazines de ma jeunesse comme Bravo et tout ça, Luxuriant, c'est peut-être le seul, et le Luxembourg Privat, ça c'est autre chose, mais c'est les seuls magazines luxembourgeois que moi je lisais. Par exemple, alors j'imagine que t'es dans le rap, on avait fait Booba en couverture. Ouais. Booba il pose, il est en couve, à l'intérieur il est avec un gros gun et tout. J'ai reçu je sais pas combien de lettres d'insultes en disant qu'est-ce que vous faites et tout. Et t'es obligé de leur expliquer. Tu leur dis c'est le rap, c'est les codes du rap. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà, le gars il m'envoie ses photos de presse. Et Booba j'avais été l'interviewer dans le 92 chez lui à Boulogne-Billancourt. Tu vois, donc en plus Luxuriant c'était ça quoi. Tu te déplaçais aussi en extérieur. On se bougeait. Ok. Et allez, je te fais une anecdote pour l'ego. Vas-y. Ouais, ça fait 30 minutes que je parle que de moi, donc ça fait plaisir. On est là pour toi. Ouais. On est là pour toi. Et tu connais le photographe David Lachapelle ? Il a fait un documentaire sur le crump, tu sais. Le crump, la danse, voilà, avec les clowns là. Voilà. Ouais. Donc c'est lui qui a fait ça. Et je veux l'interviewer. Et je lui envoie je lui passe un coup de fil. C'était très coup de fil à l'époque. Et le gars me dit yes, on va faire ça et tout. Et il me donne son portable. Rappelle-moi, on fait l'interview. Et j'ai rappelé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le mec répondait pas. Mais moi, en fait, c'était les ricains, quoi. Les Américains, quand ils te disent non, ils te disent oui. Oui, mais moi, j'avais pas les codes. Le gars me dit oui, donc c'est oui. J'ai appelé 99 fois. Et je te jure que c'est la vérité. Mon collègue avec qui j'ai fait le truc, à la 100e fois, David Lachapelle, il décroche. On fait l'interview, blablabla, on est surexcité parce que c'est vraiment un grand bonhomme de la photo et tout. Et à la fin, rebelote, comme les ricains, il dit si je peux faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas. Mais ça veut dire au revoir, ça. Ça veut dire au revoir. Mais moi, dans ma tête, je dis ah yes, je voudrais que tu m'envoies une photo de toi en slip pour la couverture de Luxuriant. Et le gars, il dit ok, je vais le faire. Il l'a fait. 4 jours après, dans mon email, le mec, il est en slibard. Sur un canapé dans un décor tout kitsch. Et il a pris son assistante. Donc qui était, je pense, une dame de 50 piges. Il l'a mis à poil et il l'a peint en rose fluo. Allez, photo exclusive pour Luxuriant, c'est une couverture et tout. Il y a encore des traces sur Internet et tout. Tu vois, ça, c'est des souvenirs de ouf. C'est-à-dire que j'ai une photo spéciale de David Lachapelle que personne d'autre n'a en haute définition. Ouais. Et tu vois, c'est ça. Tu vois, Luxuriant, on n'avait pas de thunes. Mais on a plein d'aventures comme ça. Et beaucoup d'impact. Vous avez eu beaucoup d'impact à ce moment-là. J'espère. Non, franchement, c'est chapeau à toi, en tout cas, pour avoir pu ouvrir. Quand tu dis chapeau, tu veux dire shout-out. Shout-out, c'est autre chose. Non, ça, c'est vraiment chapeau à toi pour avoir fait ce magazine qui a un peu inspiré une bonne génération, on va dire ça comme ça. J'espère, ouais. C'est cool, ça fait plaisir, ça. Ce qui fait pas plaisir, ça veut dire que j'ai inspiré des gens qui sont jeunes et moins jeunes. Donc ça veut dire que... T'as laissé un petit impact. Mais le truc, c'est que moi, je savais même pas qui était derrière tout ça. Et on va revenir à ça sur Different Together. Et je peux te le dire aussi, c'est un délire du punk, ça aussi, et de la techno. Au début, la techno, quand ça arrivait, les DJ, dans le milieu underground, ils étaient cachés derrière les enceintes, tu vois. C'est-à-dire ils étaient anti-Star System. Les Quepons aussi, ils étaient anti-Star System, tu vois. Les Quepons, c'était des mecs de 18 ans qui jouaient devant un public de 18 ans. Et c'était pas des virtuoses de la guitare. Les Quepons, c'était des mecs qui savaient pas jouer et qui avaient quelque chose à dire. Et c'est comme moi, je savais pas écrire, j'avais quelque chose à dire. Je savais pas faire de la musique, j'ai fait de la musique. Je savais pas faire du skate, j'ai fait du skate. Et tu vois, sans me dire, mais est-ce que tu es légitime ? J'en ai rien à foutre, j'ai quelque chose à dire, je le fais. Comme toi, tu as quelque chose à dire, tu as acheté ton matos, paf, tu lances ton podcast. Je me suis lancé, exactement. Et c'est justement, c'est ça c'est à ça que je veux en revenir, c'est que beaucoup de gens ont vu aussi tes œuvres.
On va dire ça tes œuvres. Et oui, parce que j'ai perdu le fil. Voilà. Et c'est pour ça qu'au début, je signais pas Sébastien Vécrin. Je signais Sébastien. Parce que je m'étais dit, c'est pas important. Tu vois, je pensais pas à me faire recruter par quelqu'un d'autre, ou le CV ou quoi et tout. Je m'en foutais. Ça me protégeait aussi, parce que des fois j'attaquais. J'ai écrit des articles sur le Boomler, sur les trucs comme ça et tout. Sur quelques agences secrets. De toute façon, tout ce qui est chelou, j'aime bien. Tu vois, j'ai fait Gaston Vogel, j'ai fait des trucs comme ça. Donc, voilà. Mais voilà, j'ai juste signé Sébastien, et c'est pour ça que c'était peut-être un petit peu plus compliqué au début de le trouver, quoi. Voilà, justement, c'est par rapport à ça. Comme je t'ai dit, il y a tellement de gens qui ont vu tes œuvres, mais ils ne savent pas qui est derrière. La dernière fois, nous, on avait fait une vidéo pour la publicité de mon podcast pour Different Together. On va y revenir aussi sur Different Together. Le nombre de gens qui m'ont écrit « Ah, tu le connais ? Ah, tu le connais ! Mais moi, j'ai fait ça avec lui, j'ai fait ça avec lui. » Il y a Mélodie qui a fait tellement de vidéos avec toi, apparemment. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de trucs, et même des pubs que toi, tu as fait. Ils parlent bien de moi ? Toujours. Comme je t'ai dit. Shout out. Shout out, Sébastien Vécrin. Shout out. Comme je t'ai dit, la gaffe, David Guetta et tout ça, ça vient d'eux, ça vient pas de moi. Ah yes, ok. Donc, voilà, tu sais, des gens qui quand même, ils connaissent. C'est plaisir. Et moi, je savais même pas ça, tu vois. On va aller fêter ça après, à midi, là. On va se prendre une cuite à midi, là. T'inquiète. Alors, on n'en a pas pour longtemps. Ah non, mais moi j'ai le temps, cela dit. Ok, alors ça va. Alors... Voilà, tu m'as sorti du lit, là, j'étais en pyjama. Merci. On peut y aller un mois d'avance. On peut y aller tranquillement, là, encore. On a encore un mois. Ensuite, tu es venu avec le projet Different Together, avec la commune de Differdange. Ouais, alors c'est pas moi, c'est Binsfeld. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César, ça fait partie, ouais. Alors, raconte-nous un peu le processus, comment tout s'est venu. Alors nous, déjà, avec Binsfeld, on bosse déjà un peu avec Differdange. Et lors de Esch 2022, il y a la conf de presse et je rencontre Roberto Traversini. Et lui, il me connaissait parce que j'avais fait quelques vidéos pour Dudelange où je testais des sports. Je sais pas si tu... MMA. Le MMA, c'était la première. Que je me rappelle. Il y a la première et tout. Et c'est pas très glorieux. Les gars, ils cherchaient un mec un peu gros, pas bon en sport, avec une grande gueule. Ouais, voilà, ils m'ont appelé, quoi. Alors, je sais pas si ça avait bien marché. Bon, c'était un peu cool, c'était naïf. Et puis, il y avait une grosse sponsor derrière, tu vois. Donc, chaque fois que tu regardais YouTube, paf, ça devenait et tout. Mais je crois que les retours sont assez cool. Bref, ça n'est plus à Roberto. Il me dit, est-ce que tu es encore avec Dudelange ? Je dis non. Il me dit, allez, il faut qu'on parle. On a parlé. Un mois après, il a sauté. mais le contact était déjà fait, quoi. D'accord, voilà. d'accord. Ouais. Et c'est quoi le concept à la base du Different Together ? Different Together, c'est tu vas dans les rues de Differdange et tu as toutes les couleurs du monde. Voilà, je crois que tu as 175 nationalités. Et j'imagine qu'il doit y avoir des embrouilles et tout ça, mais moi pour l'instant, tu vois, je les vois pas. Tout ça, ça se mélange. Je trouve qu'il y a une belle entraide sociale à Differdange. Tu vois, si tu as un problème, j'ai l'impression qu'il y a toujours une solution. Je sais pas. Les personnes âgées, ils reçoivent le bibliobus, toi. Ils ont un livre chez eux et tout. Ouais. Encore les personnes âgées qui peuvent être un petit peu seules et tout. Paf, il y a une meuf de l'Amérique qui se pointe chez eux avec un chien pour discuter, le caresser, pour boire un thé. Les migrants, j'ai l'impression qu'on les écoute et tout ça. Tu vas à la bibliothèque, ils ont fait un système pour apprendre le luxo en arabe pour les Syriens et tout ça. Les maisons des jeunes, il y en a quoi, 4, 5 Et puis j'en oublie, l'épicerie sociale, c'est méga triste, toi, qui a besoin d'avoir une épicerie sociale par la Croix-Rouge, mais elle est à Differdange, elle est là, et si tu veux manger, tu vois, tu auras toujours pour quelques euros de quoi te faire à bouffer. Tu te rappelles aussi ce mec là qui fait de la guitare au parc Garlard, le SDF là. Ouais, le Canadien, paf, il y a des gens qui se sont bougés et tout, bah tu le vois plus au parc Garlard, pourquoi ? Parce que maintenant ils l'ont réussi à lui trouver un appart et tout, donc il fait de la guitare chez lui, et ça se passe j'imagine ça se passe autre part. Mais à Differdange, il y a une vraie fraternité. Et Different Together, c'est ça, on est différents, mais on est tous ensemble. Exactement. Ah, c'est beau. Ça, c'est mignon. Ça, c'est mignon. Mais ce concept-là, est-ce que Roberto, c'est le seul qui était venu avec ce concept-là, ou tu en as d'autres qui est venu avec plus ou moins cette... Non, en fait, Roberto n'est pas venu avec ce concept-là. C'est moi qui suis venu... c'est nous, la société Binsfeld, qui sommes venus avec ce truc-là. Ok. Voilà. Et voilà, l'idée c'était... Mais pourquoi justement Differdange ? Ah, bah parce que on est payé pour faire ça. Donc il faut, tu vois, c'est du contenu pour la commune, quoi. Tu vois, la commune communique sur ses services et sur ses talents et sur son mode de vie, pas que là-dessus, mais avec ça, quoi, tu vois.
Et du coup, on se dit, ah putain, Differdange, il y a ça, je vais aller faire un tour, je vais aller ici, il y a ce festival, il y a plein de choses. Et évidemment, tout le monde, la presse en parle et tout, mais c'est bien de remettre un truc, tu vois. Tu vois, l'anneau 1900, c'est des délires de ouf. Le festival des cultures, c'est super cool. Marché de Noël, il est mortel. Le Hallstatthaus, ça bouge de ouf. Le Halo, il y a plein de trucs. Les bars, les restos, tu vois, il y a des choses. Et tu as combien de vidéos pour l'instant? T'en sais? Ah, tu sais, toi. Ouais. J'ai commencé à compter hier. 50? Plus? Un peu plus. Ouais, ah bah cool, putain. 100? Un peu plus que 50. Ouais. Parce que tu as compté, parce qu'on avait fait des trucs aussi, parce qu'on a d'autres émissions que Different Together. Là, tu parles que des Different Together. Je parle juste des Different Together, mais je sais qu'il y a encore d'autres concepts. Il y en a combien là? C'est une cinquantaine, après j'ai arrêté de compter. Et t'imagines qu'à chaque fois que. Donc je l'ai fait avec toi, hein, on l'a fait, on a passé une journée ensemble et tout, on se connaissait pas d'avant. Hein. C'était une super journée, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Et figure-toi que sur les 50 personnes que j'ai fait, franchement, c'est 50 potes maintenant. Tu vois, j'ai des réseaux de partout parce que c'est cool, les gens sont contents et ça se passe toujours super bien. Et ça fait plaisir. Exact. Franchement, pour moi, c'était une belle expérience. Même de temps en temps, tu me demandes, t'as encore des gars un peu spéciaux, différents. Ouais, des chelous. Moi, je veux des chelous. Bon, s'il y a encore plus de chelous, abonnez-vous à lui. Mais t'as eu des retours alors? Il y a des gens qui t'ont dit, ouais, j'ai vu ta vidéo et tout. Bah, hein, si jamais là, je vois dans tes yeux que t'es perdu. Franchement, il y a des gens qui m'ont. La plupart qui ont vu les vidéos, c'est mes potes. Ils m'ont dit, wow, je savais même pas que tu faisais ça et tout ça. Donc, sur ça m'a fait beaucoup de visibilité. Et après, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais c'est avec qui que tu as fait ça? Je dis, c'est Sébastien. Quel Sébastien? Vécrin? Ah ouais, mais tu vois, lui, il a fait ça, ça et ça aussi. Je me suis dit, ah bon, lui, il est encore plus connu que je le pense. Après, j'ai fait un peu de recherche sur toi. C'est pour ça que j'ai mes sources, tu vois. Ouais, mais demande à ta mère hein, si je suis connu ou pas, elle le sait. Hein. Ma mère, elle te connaît pas. Ma mère, elle a pas ton temps. Ma mère, elle a pas ton temps. Ah, ça y est, on l'a vexé. Ma mère, elle a pas le temps. Il y a un sujet qu'il fallait pas aborder, c'est celui-là. Non. Mais il y a des gens qui te connaissent, on va dire, de près ou de loin, ou, comme je t'ai dit, tes œuvres au moins. Et voilà, c'est pour ça que, de ma part, je t'ai dit déjà merci pour cette belle expérience que tu m'as fait, parce que j'ai même vu d'autres choses avec toi que j'ai pu aussi changer sur ma façon d'être. Parce que voilà, j'ai dû faire la voix off. Voilà, j'ai fait la voix off comme je le fais toujours. Attends, tu m'as dit, ouais, fais ci, fais ça, mets un peu de mouvement et tout ça. Et j'essaye d'appliquer ce que tu m'as dit sur mes podcasts, d'avoir un peu plus de vivacité, on va dire ça comme ça. Ça fait plaisir. Et je remarque que ça change. Donc, j'apprends aussi sur les gens que je rencontre. Ah, mais cool. Comme le fait que toi, tu es passionné par les gens, moi, j'apprends sur les gens aussi. Je me dis, voilà, il a une passion, il a une histoire, il a un truc à raconter. Et c'est ça, en fait, mon but le but de ce podcast, on va dire ça comme ça. Et voilà, ce qui a fait qu'on s'est fait ce rendez-vous pour parler un peu plus de toi et pas que toi, tu parles des autres. Cool. Donc, on te met un peu à l'honneur. Et ça fait vraiment plaisir. Avant de terminer, ce que je fais cette année, c'est que je pose 10 questions aux invités. 10 questions qui ont peut-être déjà été répondues ou 10 questions qui sont aléatoires. Et par rapport à ça, tu peux y aller franco. Ah ben j'y vais. Et voilà. Alors, on va commencer par la première question. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer dans l'écriture et le journalisme? Qu'est-ce qui m'a inspiré franchement, donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas. Ça a démarré, je crois que mes premiers articles, c'était sur des artistes techno, sur le milieu du hardcore, de la techno et tout. Ces mecs, personne leur demandait leur avis, je l'ai fait. D'accord. Deuxième question, quels sont les sujets qui te passionnent le plus et sur lesquels tu aimes écrire? Les fous, les dingues, les passionnés, ceux qui s'en moquent du candidaton, les mecs de 60 piges qui collectionnent les schtroumpfs, les gosses de 12 ans qui se passionnent pour le black metal, tu vois, les gars qui sont dans un délire de ouf, quoi, où tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme ou cette meuf, hein. Mais je veux dire, voilà, ça me passionne de ouf. Les fumées de la tête, comment on les appelle? Oui, les passionnés, c'est mieux, quoi, tu vois, le gars qui dit voilà, regarde le festival Anno 1900, là, tu vois, les mecs qui se déguisent en cyberquepon et tout. Mais c'est complètement dingue ça. C'est un délire. Et voilà, donc j'ai été interviewé ce gars, une 60aine d'années, chef d'entreprise et tout, et le gars m'amène dans un délire et tout, il se prend pour un agent secret du 19e siècle et tout. Je dis, oh là là, très belle journée. Donc voilà, ça j'adore. Pour ceux qui veulent voir un peu ce que ça veut dire, c'est Wild Wild West de Will Smith. Un peu, ouais. C'est un peu plus dans ce monde-là. Après, tu as d'autres trucs, mais moi, je suis un peu jeune, donc on reste au Wild Wild West. Troisième question. Comment décrirais-tu ton style d'écriture?
Bah c'est ça, Gonzo journaliste. Gonzo journaliste. Ouais, c'est-à-dire là par exemple je fais des chroniques dans le bol en musique. Et moi, je peux même pas chroniquer ce que j'aime en musique parce que c'est écouté par trop peu de monde. Hein. C'est du dark ambient, du drone et des choses comme ça. Donc, je vais aller sur du mainstream, mais je vais raconter une histoire. J'ai chroniqué le dernier The Cure. Je raconte qu'à 13 ans, dans ma classe, il y a une meuf qui a écrit The Cure sur son sac. Moi, je fais pas d'anglais. J'ai fait de l'espagnol, donc je lis The Curé. Je comprends pas ce que c'est le délire et tout. Voilà, j'ai 13 piges, je découvre ça et je dis, c'est forcément de la merde. Et voilà. Et à la fin, l'article, il est court. Puis, j'ai même pas parlé de la zik. Tu vois, c'est ça le Gonzo journaliste, c'est un peu. Un ego trip comme en rap, quoi. Voilà, exactement. Voilà, 4e question. Comment vois-tu l'évolution médiatique du journalisme? Comme maintenant, hein. Encore que maintenant, j'aimerais bien que ça s'arrête un truc. Ouais, c'est les réseaux sociaux. Mais là, ça sent pas bon, là. Je sais pas si tu as suivi ce qui se passe chez nos cousins les ricains, là, mais... c'est spécial, c'est spécial. Entre le Musk, Meta et tout ça, c'est un truc de ouf, quoi. Ouais, les shadowban et tout ça, c'est une embrouille de dingue. Ouais, je le sens... franchement, j'espère que tout va revenir dans l'ordre, parce que pour l'instant, c'est n'importe quoi. D'accord. 5e question. Quelles sont les qualités essentielles pour réussir dans ce domaine? Curieux. Être curieux. Curieux, ça permet de rester jeune aussi. T'as raison. Non, mais curieux, c'est hyper important. Si le gars en face, il t'intéresse pas, ça sert à rien, quoi. Si tu fais ton taf en lui demandant d'où tu viens, pourquoi tu as fait ça et tout, et que ça sert à rien et que ça va être relié par machin. Non. Mais si tu es curieux, que tu t'intéresses vraiment au truc, et puis enthousiaste. D'accord. On reste sur ces mots-là. 6e question. Quels sont les aspects de ton travail que tu préfères? Les rencontres. Les connexions, les rencontres. D'accord. Prochaine question. Pardon. Comment te tiens-tu informé des dernières tendances en matière de création de contenu? Ça, c'est le bordel, je te jure. Alors, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il faut rester connecté avec les jeunes. Donc, dès que je vois un jeune, je le lâche pas. Alors, maintenant, c'est chelou, mais par exemple, ça devient les fils de mes amis. Tu vois, le gars, il a 14 piges et je veux tout savoir. Je regarde son phone, tu regardes quoi, t'écoutes quoi, tu t'habilles comment, tu fais quoi, tu vas où et tout. Okay. Et puis écouter plein de podcasts, regarder. Il y a un truc qui me sauve aussi, c'est Nouvelle École sur Netflix. T'as maté ça? C'est pas trop mon délire. Ah, d'accord. Moi, tu vois, c'est Starac du rap. Et du coup, ils interviewent. Voilà, c'est une compétition. T'as une vingtaine, trentaine de personnes du rap. Ils ont entre 18 et 24. Exact. Et là, j'écoute leur langage. Je regarde ce qu'ils écoutent. Par exemple, là, en rap, ils font du jersey. Tu vois, je sais pas ce que c'était. Okay. Voilà, j'entends un mot jersey, paf, je regarde dessus, je google et je vais voir dans tous les sens. Donc je me reste connecté. Pour l'instant, ça m'intéresse, mais à un moment donné, ça m'intéressera plus, quoi. Tu vois, à un moment donné, je dirais allez vous faire foutre. Il y a trop de décalage, ça me fait plus rigoler. C'est ça qui me dérange pas personnellement, c'est que ça prend des proportions que moi, c'est plus trop mon délire. Je préfère rester old school avec mes trucs à l'ancienne. Ça, c'est une erreur. Non, c'est pas que c'est une erreur, mais je trouve que ça a changé. Chacun a ses goûts. Le rap, c'est le rap, mais c'est devenu trop commercial et chacun fait la même chose. Ouais, mais si tu creuses, justement, il y en a des différences de rap. Hein. Ouais, sur 100 personnes, t'en as 2 qui sortent du lot. Ouais, ça, c'était ce que je t'ai dit à l'époque, hein, justement. Il faut t'intéresser au-delà. Hein. Mais il faut les dénicher. Donc, je regarde comme ça, vite fait, oui. Mais c'est pas que je regarde ça, attentionné. Je fais... Oh, vas-y, j'écoute, les rumeurs, aussi. Jules, par exemple, t'en penses quoi, toi? Qui? Jules. Ouais. Lui, c'est un ovni. Ouais, mais t'aimes bien ou pas? J'aime bien c'est pas trop mon style de musique, mais j'aime sa façon de travailler. Moi, voilà, j'ai mis le temps. Au début, je détestais, je comprenais pas. Je voyais les jeunes qui faisaient le mouvement, blabla. Et je me suis renseigné, j'ai regardé et tout. Et maintenant, le gars, je le vois, c'est à Marseille, il fait tout lui-même, il sort 100 morceaux par semaine. Il a je sais pas combien d'albums. Il reste toujours habillé en décathlon et tout. Voilà, bonhomme. C'est ça après que je veux dire. L'histoire qu'il y a derrière. La musique, c'est bien, ce que tu en sors et tout, c'est super bien. Mais après, quand tu vois derrière le mec ce qu'il fait, pote avec SCH, tout ça, quand il a fait bande organisée et tout, il a inscrit tout le monde à la SACEM. C'est-à-dire, il a fait grimper tous ses potes en même temps. Exactement. Lui, il est blindé, c'est bien. Mais il y en a sur lesquels, tu vois, il les a fait croquer. Et tout le monde reçoit. Hein. Ouais, tout le monde reçoit. Il n'y a pas un qui ne reçoit pas. Tout le monde de toute façon, j'ai jamais entendu quelqu'un dire du mal de ce bonhomme. Et après, des haters. Mais en attendant, sur un claquement de doigts, il remplit un zénith. Donc voilà quoi. Non, je ne peux pas parler mal de lui parce que je connais aussi son producteur. Donc... C'est vrai? Ouais, je connais un de ses producteurs qui était là aussi au Wave Festival. Je peux même le citer, c'est J6. Ok. Il a écrit pas mal de chansons pour lui. Entre autres pour lui, il y a d'autres aussi qu'il a écrit. Et le jour du Wave Festival, je lui ai demandé un challenge de me faire un morceau comme ça. Ouais.
Il m'a fait un petit morceau et il l'a envoyé à Jules. Ah yes? Mais Jules, il n'a pas répondu depuis le temps. Faut que je lui demande ce qu'il a fait entre-temps. Mais voilà, tu vois, je suis persuadé qu'il n'a rien dit de mal. Au contraire, qu'il ne tarissait pas d'éloges sur Jules et tout ça. Donc, Non, franchement, même lui, le mec, c'était un gars, un luxembourgeois en plus. Tranquille. Ah, c'est un luxo? On parlera après alors. Ah ouais, parce que moi, je veux mettre en lumière ce bonhomme. On parlera après alors. Mais justement, je parle beaucoup, mais il y a aussi un producteur luxembourgeois hyper connu qui s'appelle CHI. CHI, ouais, voilà, celui qui. Le gars, il a fait un truc pour IAM. Voilà, et ben ça, je peux dire, c'était une interview dans Luxuriant tout au début. Jeudi, il y a eu une petite présentation d'un graffeur qui s'appelle Spike, qui a une boîte de com et tout, qui a sorti 7 bouquins et tout. Okay. Le gars il fait sa présentation et il dit voilà, tac, 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 mon premier livre, et il le montre, et j'ai eu 5 pages dans Luxuriant. C'est ça qui me fait le plus plaisir au monde. Voilà. C'est le gars, il était là au début, ça démarrait, et ben moi je veux être là. Toi, sans juger, sans rien, ok, tu démarres un truc, on verra où ça va. Ah, ça c'est bien. Franchement, tu vois, tes trucs portent un peu les fruits. Voilà. On va passer à la prochaine question. Comment utilises-tu ta notoriété pour en faire entendre ta voix sur des sujets qui te tiennent à cœur? Ça va te faire flipper. J'ai pas du tout de notoriété, hein. Mais un peu quand même. Non, mais c'est pas le mot là. C'est toi, tu me vois, tu me sers une pince, voilà, on boit un coup, c'est cool. Du coup, non, j'ai aucun pouvoir. Vraiment, bon, tant pis, tant pis, mais je peux rien faire. Tu vois, je peux te mettre en contact avec quelqu'un. Tu me dis, j'ai besoin d'un micro, je peux te trouver un micro. J'ai un réseau, tu vois. Voilà. Donc, je peux faire que les gens ils s'aident entre eux. Et c'est déjà beaucoup. Ok. C'est déjà plus que pas mal parce que voilà, il y en a qui gardent leur truc pour eux, mais si toi tu partages, moi je suis toujours prenant. Quel est ton rapport avec le public luxembourgeois? Alors, toutes les scènes confondues, parce qu'il y a autant de public voilà, que de scènes. Quoi. Depuis 2002 que tu es là, ton rapport avec eux? Je me suis fait je te dis, c'est le réseau, quoi. Après, c'est que des gars comme toi à qui j'ai rendu service et qui après m'ont rendu service. Donc, c'est donnant. Et voilà, puis après, les aventures, on les suit et ça m'intéresse toujours, quoi. Donc, voilà, tant le public de ceux qui font les choses que de ceux qui assistent aux choses. Ah, puis on peut parler aussi du fait que c'est pas, tu vois, c'est un petit pays et ça pour moi c'est cool, tu vois. J'ai un pote qui m'a dit, qui fait des vidéos à Luxembourg et qui m'a dit il est parti 2 ou 3 ans en Berlin et il m'a dit c'est chiant au Luxembourg, chaque fois tu rencontres ton cousin, tu rencontres ta sœur, tu rencontres ton boss, tu rencontres ci. Il m'a dit c'est pas chiant. Il me dit moi ça fait 2 ans que je suis à Berlin, 2 ans que je sors et que je parle à personne. Tu vois, il m'a dit c'est vrai, il m'a dit là c'est super d'aller et puis de voir et puis de pouvoir boire des coups, discuter et tout ça. Donc non, j'aime bien ce truc là, ouais. Okay, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu des fois une plus grosse ouverture d'esprit parce que ça met du temps, tout met du temps à arriver, mais tout arrive à point qui sait attendre. Exactement. Avant-dernière question, quels sont tes projets futurs? Tac. Moi, je rêve on peut parler. Si, moi, je rêve de. Chaque fois que j'ai fait des médias, tu vois, il y a la radio, c'est pas mal. Il y a l'écriture, c'est pas mal. Et après, il y a au-dessus, quoi. Il y a le ciné, quoi. Tu vois, si je peux arriver dans un film, écrire, tu vois, faire une petite réal, voilà, je serais comme un ouf. On a pas mal de producteurs ici au Luxembourg. Mais il y a le Film Food qui est derrière, il y a plein de trucs et tout, c'est possible. Voilà, ça c'est si tu me dis à mon âge de quoi je rêve d'être sur un plateau et de dire vas-y toi tu fais ça et de raconter une histoire. Fou quoi, tu choisis la musique, tu choisis les paroles, les plans, la lumière et tout. En tout cas, je te souhaite tout ça. Hein. Et on arrive à la dernière question, ça c'est celui d'Internet, Instagram, de monsieur Sébastien V. La taille de ta tub. Je croyais. Attends, parce que je raconte l'histoire, c'est parce que donc il fait sa petite story là-dessus en disant posez vos questions et tout, et moi je dis quelle est la taille de sa tub, et tu réponds, et je sais pas si c'est premier degré, tu dis ok, nous lui transmettrons la question, et je me dis qu'est-ce qu'il a, il a une secrétaire qui taffe avec lui, il a quelqu'un, il est fou, il a pas compris. Donc, voilà. T'es rentré dans mon jeu alors. En tout cas Sébastien, ça fait plaisir de t'avoir ici. Plaisir partagé. Depuis le temps qu'on a dit voilà on allait se mettre ça, on a réussi enfin à se mettre. Ça s'est fait vite hein. Ouais, ça va, ça fait quoi, 50 minutes? Non, je veux dire, tu dis depuis le temps en termes de... C'est quand on a décidé ça, il y a 2-3 mois, non? Non, la première fois qu'on s'est vu, c'était en août.
Ouais, donc un peu plus 6 mois. Ouais. Un peu plus, voilà. Donc, le temps que ça s'est fait, que moi j'ai pu m'organiser, que toi t'as pu t'organiser, qu'on a fait ça un mois à l'avance. Donc, franchement, je te remercie pour ça. Je te remercie aussi encore une fois avec la vidéo que tu m'as fait. Et on fait un check qui claque là au micro là. Merci à toi, c'était trop cool. En tout cas, je te souhaite encore beaucoup de succès dans ce que tu fais. Toi aussi, hein. Merci. Mais toi, ça vient, toi. Il le dit pas, mais ça vient. Ça arrive lourd. Il faut garder à la tête un peu sur les épaules et pas trop se laisser emporter par la hype, on va dire ça comme ça. Mais voilà, pour moi, je touche du bois. Alors ça, c'est du métal. Non, c'est du bois. Préfabriqué de chez Ikea, mais ça va. Mais franchement, ça commence à aller vers moi. Vers toi, comme je t'ai dit, je te souhaite que du positif pour le futur et que si tu fais ton film, tu as besoin d'un Will Smith ou d'un Denzel Washington, tu sais qu'ils vont dire. Bon, c'était Bombouni pour Let's Talk Different et on s'écoute la prochaine fois. Allez, ciao. Let's Talk Different.